Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, une chronique que j'attendais avec impatience. C'est bientôt les fêtes de Noël. Et qui dit fête de Noël dit évidemment vin chaud. Mais oui. On se voit tout de suite à l'extérieur, là, à tenir son gobelet brûlant, à le sentir avec toutes ces épices. C'est délicieux, c'est des bons souvenirs et je suis vraiment ravie qu'on en parle ensemble. Anne. Si tu savais Charlotte, quand je prépare les chroniques, je sais que certaines obtiennent ton adhésion a priori bien plus facilement que d'autres et celle-là, j'en avais pas de doute. Commençons par l'histoire de ce vin chaud. C'est historique le vin chaud ? Oui, absolument. On va avoir les premières traces écrites autour d'une recette de vin chaud en Occident dans le De Re Coquinaria ou De Re Coquinaria, pardon pour mon accent latin, de Apicius, c'est-à-dire vers 20 après Jésus-Christ, où il va nous parler du Conditum Paradoxum, qui était dégusté donc dans l'Empire romain et qui était un vin bouilli avec du miel et des épices, à savoir le poivre, le mastic, le nard, le laurier, le safran, ainsi que des noyaux de dattes torréfiés et des dattes. Donc là, on a une première recette écrite, transmise, d'un vin chaud, sucré, épicé. On va retrouver aussi l'Hippocrase. Et l'Hippocrase, il est connu dans toute l'Europe médiévale. Il est d'abord appelé claret ou piment. Ça s'écrit comme un piment. Alors des fois, il y a le thé au bout, des fois, il n'y a pas le thé au bout. Et donc, on a une boisson à base de vin sucré et aromatisé, là aussi, aux épices, que les médecins recommandaient comme apéritif ou digestif pour aider à la digestion du coup. Alors, dans mes recherches, j'ai aussi trouvé la trace de quelque chose de drôlement intéressant qui s'appelle le Garhiophyllatum. Et là, on n'a pas un vin infusé aux épices en le faisant chauffer avec. On a une technique d'élevage du vin avec les épices. C'est incroyable. Et c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui ? Ça se refait aujourd'hui. Il y a un seul vigneron qui est autorisé à employer ce procédé, qui est protégé par une propriété industrielle, étant donné l'équipe de recherche qui a remis au point cette technique, a déposé un brevet dessus. Et donc aujourd'hui, ça se refait à un seul endroit en France. Donc ça date du XIIIe siècle, dans le sud de la France, et cette recette du Garhiophyllatum serait issue d'une commande personnelle du roi d'Angleterre Henri III Plantagenet. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Montpellier, qui accueillait la première faculté de médecine de France, était aussi un port prospère et réputé pour le commerce de vins épicés. Donc les vins épicés atterrissaient chez les papes d'Avignon, dans les cours princières et royales de France et du nord de l'Europe. Et du coup, ce Garhiophyllatum, c'était drôlement intéressant parce que les épices qui étaient ajoutées, on en reparlera tout à l'heure, elles avaient évidemment des propriétés médicinales, mais aussi des propriétés de conservation. À partir du XVIe siècle, le savoir-faire a progressivement fait place à des techniques plus rapides et moins coûteuses. Et aujourd'hui, ce sont des produits chimiques qui compensent l'absence de propriétés de conservation des plantes et des épices. Tout ça, je vous mettrai un petit lien vers le site dédié au Garhiophyllatum, que j'ai trouvé sur Internet, et vous pourrez aller rechercher toutes les informations que diffuse cette équipe de recherche qui a remis, qui a fait revivre cette recette et ce procédé. Donc, on en reparlera. Ça veut dire que j'imagine peut-être que le vin chaud a des super pouvoirs. Mais simplement, pour revenir sur ce côté vin chaud, il a été consommé, il est épicé, ça on l'a bien compris, et il est consommé chaud partout. Alors non, pas partout. Dans le sud de la France, du coup, on parle d'un vin épicé, on parle pas forcément d'un vin chaud, et c'est plutôt caractéristique du nord de l'Europe. En Scandinavie, par exemple, au XVIe siècle, la pratique se répand. Elle devient traditionnelle en Suède avec le roi Gustave Ier qui en était grand amateur. Et puis en 1600, la boisson aristocratique, plutôt réservée à une élite parce que c'est cher les épices, va devenir plus populaire et va prendre le nom de glögg. Je parle suédois. J'ai cherché exprès. Donc ça s'écrit glögg avec un tréma sur le haut et 2 G au bout. Et donc ça se prononce glögg. Et c'est comme ça que le vin chaud va devenir traditionnel, populaire pour les fêtes de Noël. Oui, c'est-à-dire que c'est à partir des années 1890, donc fin du 19e siècle, que là, la tradition effectivement s'amplifie autour des périodes de fêtes et que aujourd'hui on le retrouve sur tous les marchés de Noël et qu'il est particulièrement emblématique des marchés alsaciens.
Tu as parlé tout à l'heure des caractéristiques des épices qui pouvaient être utilisées pour conserver le vin, mais aussi pour ses vertus médicinales. Est-ce que ça voudrait dire que quand on boit du vin chaud, on ne se fait pas forcément mal au corps, mais ça peut avoir quelques bienfaits aussi? Alors, tout dépend toujours de la quantité. Mais oui, évidemment. Toujours une question de dose. Alors, sur l'alcool, on s'en rend compte d'autant plus rapidement, mais sur tout type d'aliments. C'est vraiment la dose qui va faire que ça va faire du bien ou que ça va pas faire du bien. On parlait de la mayonnaise médicinale il y a quelques chroniques. Si je me tape un pot de mayonnaise, ça va pas faire du bien. Mais pareil, si je mange 1 kilo de pommes, 2 kilos de pommes, etc. Voilà. Donc, c'est toujours une histoire de aussi manière de le consommer et on va revenir précisément. Alors, en termes de super pouvoir, déjà, effectivement, tu en parlais, le vin chaud, c'est quelque chose de traditionnel, donc ça nourrit notre tête, ça nourrit nos besoins symboliques. Quand on pense vin chaud, on pense fête, et quand on pense fête, on pense vin chaud. Donc c'est quelque chose qui nous ramène comme un élastique à des bons moments. Tu parlais de partage, on a les parfums, on est entre potes dehors, il fait froid, mais on se réchauffe tous ensemble autour de cette marmite de vin fumant. Et puis, on a effectivement des propriétés médicinales parce qu'il va y avoir un potentiel au niveau du corps. Alors, par la présence des épices, tu en parlais, les épices qui ont des propriétés médicinales, on vous renvoie à nos nombreuses chroniques sur la cannelle, le gingembre, la muscade, la cardamome, etc., etc. Mais c'est pareil pour les fruits et les autres substances qu'on va infuser dans le vin. Il arrive qu'on mette des écorces d'orange, etc. En diététique chinoise, moi j'avais adoré parce que mon enseignante, Pascale Perly, elle était toute guirette de nous dire « on peut faire des vins médicinaux !» Et on voyait qu'elle y prenait vraiment un plaisir tout à fait épicurien. Et donc, voilà, on sait que le vin médicinal va avoir des propriétés particulières, particulièrement en fonction de ce qu'on va faire infuser dedans. Donc, je pense par exemple au vin de cerise. Les cerises sont tonifiantes, elles sont tiédissantes. Donc, le vin de cerise est recommandé, selon les cas, pour les douleurs articulaires, notamment les douleurs tendineuses. Pas quand c'est une douleur de nature inflammatoire, mais ça, c'est votre praticien en médecine chinoise qui sera capable de vous le dire. La vieille peau de mandarine, qui est un remède de phytothérapie, en médecine chinoise, qui est réputée pour aider à la digestion, va aussi permettre d'éliminer ce qu'on appelle les mucosités, le tan. Donc, si tu veux, c'est un peu tous ces liquides épaissis par une mauvaise détoxification du corps. Et donc, l'écorce de la vieille peau de mandarine va aider justement à éliminer ces mucosités. Donc, elle a des pouvoirs expectorants et notamment sous forme de vin à la vieille peau de mandarine. Alors ça, on peut le comprendre, que les épices ou que les fruits à infuser ont des vertus médicinales, mais qu'en est-il du vin et de l'alcool en soi? Eh bien, le vin et l'alcool en eux-mêmes ont des propriétés médicinales. Voilà, donc là, je vais vous expliquer en diététique, en médecine chinoise, comment on en parle. L'alcool qui est contenu dans le vin, on dit qu'il tiédit, donc il réchauffe et il désobstrue les méridiens. Donc, il aide à faire circuler. Voilà ça. Comme ça. Il active le sang, donc encore une propriété de mouvement. Il disperse le froid, il favorise et augmente l'action des substances médicinales parce qu'il a la propriété de faire monter les effets des plantes qu'il contient vers la tête, vers les extrémités ou vers la surface. On dit qu'il est de saveur piquante, l'alcool, donc il a ce pouvoir dispersant vers l'extérieur. En plus, on dit que l'alcool permet de cibler l'endroit qui a besoin d'effet comme un laser. Par contre, en médecine chinoise, déjà, il y a des millénaires, on dit bien, attention, en excès, ça va troubler le chêne. Alors, le chêne, c'est l'esprit. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Donc, on recommande déjà de consommer avec modération, notamment en cas d'humidité-chaleur. Donc, c'est quand il y a un excès de tan ou quand les gens sont très échauffés, les gens qui sont très, très chauds, très rouges, etc. Si tu mets de l'alcool, tu mets du feu sur le feu, donc ça va pas les rafraîchir de l'intérieur, voilà. Ainsi qu'en cas de grossesse, d'hémorragie, etc. parce que ça active fortement la circulation sanguine. Et puis on ajoute que le raisin qui a en lui-même, le fruit, la propriété d'activer le sang, cette propriété-là, elle est majorée sous forme de vin. Globalement, vin, alcool, raisin active le sang. Absolument. Voilà. Avec toutes les précautions qu'il faut prendre avec. Absolument, parce que quand on dit que on parle des vins médicinaux en Chine, il y a une manière de le consommer. C'est-à-dire que c'est pas la louche. Non, c'est pas la louche. Donc
par exemple, pour un vin de cerise, alors c'est assez facile de faire un vin de cerise. On va prendre 500 grammes de cerises pour 1 litre d'alcool. Les cerises sont fendues, vont être marinées pendant 1 semaine. Et ensuite, on va savourer l'équivalent de, je sais pas, moi je dirais 20 millilitres dilués dans un verre d'eau chaude. C'est tout de suite moins glamour, mais c'est comme ça que ça fait du bien. Bon, alors revenons à la recette. Elle est déçue. La recette, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un vin chaud pour que ce soit bon? Alors, il y a plein de manières de faire. Moi, je suis allée voir du côté de chez Lucie de la Héronnière, qui a fait notamment le livre La vraie recette, qui est issu de ses chroniques sur slate.fr. Et donc, dans la vraie recette du vin chaud, c'est pas évident. C'est comme toutes ces recettes traditionnelles où il y a plein de variantes possibles. Alors, pour le vin, la première chose déjà, c'est d'éviter la piquette. Mais on n'est pas obligé de prendre un grand cru non plus, parce que les épices vont modifier les saveurs. Donc on va prendre un vin parfumé et bien fait. Elle va nous proposer par exemple un merlot ou un grenache. C'est un vin qu'on va trouver souvent rouge, on voit souvent du vin rouge, mais si on veut reconnecter avec les origines alsaciennes, les origines rhénanes, on peut très bien prendre un vin blanc par exemple, un pinot noir. Ensuite, il faut plein d'épices. Plein. Et lesquelles? Celles qu'on veut, celles qu'on aime. Bon, parmi on va dire dans le trio ou même le quatuor de base, on retrouve la cannelle avec les bâtons de cannelle. On retrouve la badiane, c'est-à-dire ces étoiles d'anis. On va avoir le gingembre et puis les clous de girofle. Et après, on met tout qu'est-ce qu'on veut comme on veut. On peut mettre de la cardamome, de la noix de muscade, on peut mettre du poivre, on peut mettre de la vanille. Et là, on a bien des épices qui ont en plus des propriétés échauffantes. C'est aussi pour ça qu'on choisit celle-là pour la période hivernale. On n'est pas bête, on a de l'instinct depuis des lustres. Donc ça lutte contre le refroidissement. On ajoute du sucre aussi, le vin chaud c'est assez sucré quand même. Oui, absolument. Alors à l'origine c'était du miel, on a vu chez Apicius, mais aujourd'hui c'est souvent du sucre en poudre. On peut tout à fait tester un sucre de canne complet, genre le rapadura, le panela, etc. Parce que la mélasse qui n'a pas été raffinée va apporter d'autres notes épicées, donc ça peut être intéressant. Et puis en termes de dosage, c'est comme on veut. Lucie de la Héronnière, elle dit que ça se joue entre 50 et 200 grammes par bouteille, donc on fait au goût. Alors là, on a tous les ingrédients, mais comment est-ce qu'on va faire? On met tout quand le vin est froid et on fait chauffer doucement? On peut faire ça, il y a plusieurs manières de faire. Donc ça, oui, effectivement, c'est une infusion directe dans le vin. Donc il faut simplement faire attention à pas faire bouillir, parce que le fait de faire bouillir va faire évaporer l'alcool. Après, ça peut être un choix. On peut tout à fait faire ça, absolument. Et puis aussi, autre point d'attention, c'est de filtrer les épices pour éviter que le vin, à un moment donné, soit trop infusé ou qu'il y ait une épice qui domine. C'est souvent le cas du clou de girofle, par exemple, qui peut être très très fort, ou qu'il y ait de l'amertume. Le poivre, par exemple, au bout d'un certain temps d'infusion, il va développer des amertumes. Donc, on filtre bien les épices. Ou alors, la deuxième solution, c'est que les épices, on ne les met pas dans le vin, de la boisson finale, on va les faire infuser déjà dans un alcool fort, par exemple dans 20 centilitres de Porto pendant 24 heures, et ensuite on va filtrer le Porto et on va le faire réchauffer doucement avec le vin et le sucre. Voilà, vous avez toutes les astuces qui vous sont proposées par Anne, peut-être aussi quelques liens à retrouver en podcast pour retrouver la recette originelle proposée par Lucie de la Héronnière avec la vraie recette du vin chaud. De quoi passer des fêtes en toute convivialité, peut-être, pour ceux à qui ça rappelle des bons moments, tout ça. Et oui, parce que c'est qui ont envie de s'en créer, d'ailleurs. Voilà, pourquoi pas. C'est jamais trop tard pour créer des bons moments. En tout cas, bonne fête à tous. C'est les vacances. Ce sera des rediffusions dans les prochaines semaines. Mais on se retrouve en 2025 avec un renouveau. Du côté des chroniques. Oui, un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Est-ce que tu veux nous en parler, nous en dire quelques mots? Non, je laisse la découverte aux auditeurs. Très bien. Donc on se retrouve la première semaine de janvier avec joie et bonheur dans le renouveau de cette nouvelle année. Anne, merci. Bonne fête à toi. De très 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 belles fêtes à toi, ma Charlotte. De très très belles fêtes à vous tous et chouchoutez-vous bien. Finir sur cette phrase, c'est quand même formidable. Chouchoutez-vous bien, chers auditeurs et auditrices. À l'année prochaine. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.